This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Et voilà, après un été reposant, on attaque l'automne, période de réflexion, et on va reprendre un petit peu nos podcasts. On va attaquer l'épisode 14 de cette fabuleuse histoire qu'est l'univers. Avant tout, je voudrais répondre à un auditeur qui a posé une question fort intéressante. Alors, je vous lis sa question. Je voudrais revenir sur un point de l'épisode. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Voilà, après un été reposant, on attaque l'automne, période de réflexion. On va reprendre un petit peu nos podcasts. On va attaquer l'épisode 14 de cette fabuleuse histoire qu'est l'univers. Avant tout, je voudrais répondre à un auditeur qui a posé une question fort intéressante. Alors, je vous lis sa question. Je voudrais revenir sur un point de l'épisode 12 où vous dites qu'en notant tout le vide entre les galaxies, étoiles, planètes, au sein même des atomes composant toute cette matière, on pourrait comprimer tout l'univers observable dans le volume d'un grain de talc. Il me semble avoir lu quelque part que Gamow avait calculé que si on enlevait le vide des atomes composant l'ensemble de l'espèce humaine sur Terre, nous pourrons regrouper l'ensemble des individus en l'équivalent d'un morceau de sucre. Pourriez-vous me dire si j'ai complètement inventé cette donnée, ou ce calcul a bien été fait par Gamow et ses acolytes, mais qu'ils se sont trompés? Merci à vous, dit-il, et encore bravo. En tout cas, merci de cette question, et puis merci de votre fidélité finalement. Alors, la réponse est relativement simple. La notion d'espace, en fait, elle est complètement floutée à très petite échelle. Quand je disais que toute la matière serait concentrée dans un grain de talc, j'étais large, car sûrement très très inférieur à un grain de talc. Autant de Planck, rappelez-vous, c'est-à-dire un tout petit peu après un soi-disant moment initial, mais vraiment insignifiant, les distances étaient de l'ordre de 10 puissance moins 33 mètres. Je vous rappelle que 10 puissance moins 33 mètres, c'est 0,33 zéros et puis un 1. Une idée, c'est que une molécule, c'est 10 puissance moins 8 mètres. Un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Un noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc de 10 puissance moins 15 mètres à 10 puissance moins 33 mètres, il y a énormément de place. Mais même à ce moment-là, c'est-à-dire quand c'était des distances infimes comme ça, la matière et l'énergie se confondaient totalement. L'espace, comme celui qu'on connaît à 3 dimensions, celui qui nous entoure, n'est pas comme notre bon sens le voudrait. Donc si on supprime l'espace entre les choses, c'est-à-dire entre tout ce qui existe, ça veut dire qu'on comprime l'univers. Si on comprime l'univers, donc la pression augmente évidemment et sa température aussi. En fait, c'est le film à l'envers. On se retrouve dans le même scénario qu'au tout début. Et finalement, l'espace disparaît quasi entièrement. Donc quand je dis grain de talc, c'est encore très 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 grand. Et bien sûr, Gamow et ses acolytes, comme vous dites, ne se sont pas trompés. Évidemment, il a parlé d'individus, il a parlé, si on comprimait même les individus de toute la Terre, ça serait pas plus gros qu'un grain de sucre. L'image est juste, bien évidemment, ils ne se sont pas trompés. Personne ne se trompe à ce niveau-là parce que personne ne sait vraiment le fond de l'histoire, en fait, à ce niveau-là. Voilà pour cette question. En tout cas, merci de toutes les questions que vous pourriez poser. N'hésitez pas. Et j'essaye, avec mes faibles compétences, de vous vulgariser au maximum, bien sûr, d'une façon vraiment humble, dans la mesure où je rentre pas dans les détails techniques. Je fais en sorte que une idée, juste l'imagination, continue à travailler. Et aujourd'hui, on va attaquer l'épisode 14. Donc un petit rappel de l'épisode précédent, l'épisode 13. Vous vous rappelez, donc l'univers était en expansion, découvert par Hubble. En fait, c'est pas les choses qui bougeaient, c'était l'espace qui grandissait entre les choses. Donc c'était
première information très importante sur l'expansion de l'univers. Et donc on a fait le film à l'envers et on est reparti de l'instant quasi initial pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc l'énergie s'est transformée en matière et en antimatière. Il est resté un petit peu de matière. Finalement, cette matière était composée de particules élémentaires, même si la notion d'élémentarité est quand même très 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 floue. Donc voilà, l'univers était extrêmement complexe pendant plus de 300 000 ans. C'était un espèce de plasma avec des températures gigantesques, mais l'univers était en expansion. Je vous rappelle que finalement la température chuta. Et finalement, la lumière a réussi à ne plus se coupler avec toute la matière qui existait, a pu se balader librement dans cette espèce d'univers observable qui continue à grandir. Mais rappelez-vous, évidemment, puisque l'univers grandissait, la pression diminuait, la température s'effondrait, et donc on arrivait à des températures beaucoup plus calmes, entre guillemets, où finalement le complexe a réussi à apparaître, mais le complexe simplifié. D'abord, les électrons se sont couplés aux protons pour fabriquer de l'hydrogène, et puis des éléments un peu plus lourds comme l'hélium, et puis certains isotopes. Enfin bon, bref, à un moment donné, d'un seul coup, l'univers était très très grand, entre guillemets, et la température avait chuté, et finalement l'univers était empli d'un espèce de plasma, de gaz fait quasiment d'hydrogène et d'hélium. Et là, la catastrophe est arrivée, puisque la pression diminuant, les forces entre les choses, l'intensité de ces forces était beaucoup plus faible évidemment, et automatiquement le complexe ne pouvait pas apparaître grâce à d'un seul coup la gravitation, la force d'interaction gravitationnelle. Ça a permis donc finalement, avec des petites turbulences dans ce nuage, dans cet immense nuage de gaz, à faire que ça s'effondrait localement, quelques globules pour fabriquer des immenses globules qui allaient devenir des galaxies, puis à l'intérieur de ces galaxies, ça sort toujours par turbulence, par fabriquer une première génération d'étoiles, et ces premières générations d'étoiles transformées, faites bien sûr d'hydrogène et d'hélium et de quelques autres isotopes, tout ça se recombinait, ça se réeffondrait, donc la température remontait et oh génial, le complexe pouvait réapparaître. Donc les premières étoiles apparurent, l'hydrogène se transformait en hélium en dégageant beaucoup d'énergie et finalement, au bout d'un moment, la pression ne suffisait plus, puisqu'il y avait de moins en moins d'hydrogène, ne suffisait plus pour compenser l'effondrement gravitationnel et en général, une grande partie de ces étoiles explosèrent et refabriquèrent une seconde génération d'étoiles qui, évidemment, continuer à se recombiner pour fabriquer des éléments de plus en plus lourds, etc., etc. Puis une troisième génération d'étoiles où finalement tous les éléments qui étaient fabriqués au sein des premières générations d'étoiles commençaient à se diffuser dans cet immense nuage avec tous les éléments possibles du tableau de Mendeleïev ou du tableau périodique où de plus en plus d'éléments apparurent, le fer, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc., etc., tout ce qui existe. Voilà, on en était à peu près là et on avait parlé de quelque part, il y a à peu près de l'ordre de 8 milliards d'années, il y a à peu près 8 milliards d'années, localement, dans un endroit de l'espace, s'effondra une étoile de la troisième génération qui était faite d'hydrogène, d'hélium et puis de beaucoup d'éléments qui avaient été fabriqués antérieurement. Et je vous rappelle qu'en s'effondrant, ce nouveau globule allait fabriquer le Soleil, c'est-à-dire que cet effondrement allait faire une sphère qui tournait sur elle-même et les éléments les plus lourds étaient rejetés sur les bords et à l'intérieur de cette étoile, une étoile était née, donc l'hydrogène se transformait en hélium et puis refabriquait une certaine quantité d'énergie et de chaleur qui permit finalement à cette étoile de naître et puis son environnement. Alors on va s'intéresser maintenant à cet environnement qui est assez étonnant. Voilà, les particules les plus lourdes commençaient à tourner autour de cette étoile grâce à cette espèce de loi du moment cinétique, c'est-à-dire le truc que je vous avais raconté par rapport à un manège qui tourne, les éléments lourds allaient sur les bords. Donc finalement, ces petites particules s'amalgamaient pour former des poussières, puis des trucs un peu plus gros, des cailloux, des rochers qui tournaient à des vitesses gigantesques et qui n'arrêtaient pas de se cogner. Et en se cognant, finalement, ça a fabriqué, évidemment, en simplifiant bien sûr, une espèce de boule de matière qui finalement se comprimait, se condensait. La pression sur cette boule de matière amalgamée et la température augmentait évidemment. Donc c'était la naissance de la planète Terre, notre maman à tous. Voilà, donc c'était la naissance de la planète Terre. Mais que se passait-il à ce moment-là ?
Alors on pense que la Terre est née quasiment en même temps que le Soleil, et puis ainsi que les autres planètes qui tournaient autour. Et à ce moment-là, les chocs étaient tellement violents que cette planète était en fusion. Donc c'était une espèce de lave, une espèce de matière sous forme de lave très très chaude. Et avec la force de gravité qui naissait sur cette planète Terre, la forme de cet amalgame devient sphérique, comme la planète Terre que vous connaissez tous maintenant. Mais bon, c'était un enfer absolument époustouflant. La chaleur était gigantesque, et donc ce gaz ressortait, mais il ne pouvait pas s'échapper parce que la gravitation de la planète Terre était suffisante pour le maintenir, mais c'était une atmosphère totalement nocive, invivable, température gigantesque, bref. Voilà, et puis pendant 1 milliard d'années, c'était un enfer absolument puissant. Mais en même temps, à un moment donné, les réactions chimiques à l'intérieur de cette planète, les atomes commençaient à se combiner pour fabriquer des molécules, etc., etc. Il y avait du carbone, du silicium, il y avait absolument tout ce qu'on trouve actuellement sur notre planète. Et il y avait de l'hydrogène, il y avait de l'oxygène, il y avait un peu de tout. Mais il y avait aussi l'hydrogène se combinait avec l'oxygène pour fabriquer de l'eau. Et cette eau, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, puisque elle réussit à sortir de ce bouillonnement fou qu'était la planète à ce moment-là, et commençait à devenir gaz. Et ce gaz, vapeur d'eau, donc invisible, commençait à se combiner à cette atmosphère primordiale, et à un moment donné, cette eau en montant, bien sûr, elle se transforma en liquide. Des immenses quantités de nuages contenant beaucoup d'eau finalement. Et à un moment donné, les gouttes d'eau s'amalgamaient à l'intérieur de ce nuage pour retomber finalement sur la planète et finalement refroidir la croûte. Et là, d'un seul coup, la planète devint un peu plus solide. Une couche extérieure solide commençait à se former. Mais l'atmosphère était toujours aussi nocive, faite de dioxyde de carbone, de méthane, de P2. Donc c'était toujours très très compliqué pour que le complexe puisse apparaître. Mais en même temps, cette immense quantité d'eau qui tombait sur cette croûte, la croûte n'était pas uniforme, il y avait des creux, il y avait des bosses, et là, ces creux se remplirent d'eau. Et dans ces creux remplis d'eau, les premières mers se formèrent. Et là, d'un seul coup, le milieu était relativement sympathique et plutôt agréable. La température chutait, et dans cette eau, il y avait énormément de choses, beaucoup de dioxyde de carbone, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'éléments qui s'étaient infiltrés à l'intérieur de cette quantité gigantesque d'eau. C'était un milieu propice à une chimie qui commençait à fabriquer des choses un peu plus complexes. Alors, quand j'entends par complexe, vous voyez, on a parlé des atomes qui finalement étaient des sortes avec un noyau et différents électrons qui tournent autour. Mais bon, c'était quelque chose de pas très très complexe. Mais les forces électriques, les forces électromagnétiques et puis certaines interactions permirent à ces atomes de se combiner les uns avec les autres pour commencer à fabriquer des molécules. Molécules, ce sont des assemblages de 2 atomes, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, bref. Ça devenait de plus en plus complexe. Et quelquefois, certaines molécules étaient un peu complexes, c'est-à-dire faites de 2, 3, 4, 5, 6 atomes. Mais bon, voilà, c'était devenu stérile, il ne pouvait plus rien y avoir de particulier. Elles duraient un certain temps avant d'être détruites par le milieu environnant. Mais bon. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là, mais le milieu était tel, et il y avait un atome assez particulier qui était l'atome de carbone, qui avait une sorte de décroché autour de lui, 4 crochets qui permirent des assemblages un peu plus complexes. Donc de plus en plus de molécules devenaient ce qu'on appelait des molécules organiques, c'est-à-dire à base de carbone. Et c'était un jeu, un Lego extraordinaire, puisque ces molécules de carbone pouvaient s'accrocher d'une façon très très grande. Bon, alors avec 6, 7, 8, 10, 20, 50, etc., etc. Donc le complexe était vraiment à la base. Grâce à l'atome de carbone, les molécules organiques commençaient à s'organiser d'une façon totalement aléatoire, bien évidemment. En fait, ce que je vous dis là, c'est une sorte d'hypothèse chimique. La chimie organique nous entoure dans tous les sens, que ce soit les arbres, la vie, n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon ben voilà, le milieu était, donc pendant 1 milliard d'années, tout ça était en train de se combiner les uns aux autres. Et une première hypothèse, c'était que finalement, au bout d'un moment, certaines de ces molécules devinrent assez étonnantes parce que elles étaient de plus en plus complexes et elles se fabriquaient, elles pouvaient se mettre sous une sorte de forme
un petit peu hélicoïdale, comme un petit peu une fermeture éclair. C'est-à-dire, elle pouvait se scinder en deux pour finalement se recombiner avec d'autres atomes pour refabriquer quasiment la même molécule. Alors c'était extrêmement curieux parce que d'un seul coup, certaines molécules finalement ont eu le besoin, d'une manière assez étonnante, peut-être avec des lois physiques inéluctables, qui sont la première loi de la thermodynamique et la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire, on en reparlera, on fera une émission spéciale sur ces deux lois, c'est que finalement, ces molécules ont eu envie, alors c'est entre guillemets bien sûr, de rester structure. Et pour rester structure, elles avaient besoin d'énergie, qu'elles pompaient un petit peu tout autour d'elles, de plein de manières différentes. Et en plus de ça, donc elles avaient besoin d'énergie, et elles avaient besoin, sachant qu'elles n'étaient pas éternelles, de se reproduire pour perpétuer le schéma de base. Et donc était peut-être née à ce moment-là la notion de s'alimenter et la notion de se reproduire. Était-ce le début de ce qu'on pourrait appeler le vivant? Alors, à partir de cette histoire, on va s'arrêter un petit moment parce qu'il faudra quand même définir de façon très très simplifiée qu'est-ce que pourrait être la vie par rapport à l'inerte. Alors, l'inerte, un caillou ou un objet minéral, il a des durées de vie extrêmement longues, il n'a absolument besoin d'aucune énergie extérieure pour continuer à perdurer, et bien sûr il n'est pas éternel dans la mesure où un jour la planète explosera, même les molécules minérales ne seront pas éternelles. Mais la vie pourrait être finalement toute structure qui a envie de se reproduire, qui a envie de continuer l'histoire, donc la reproduction et l'alimentation, la nécessité de se conserver dans l'énergie. C'est une première hypothèse, donc on pourrait dire que peut-être que les molécules d'ADN qui sont la base de tout ce qui est vivant, c'est-à-dire qui a envie de se reproduire et qui a envie de garder son énergie, pourraient être créées au sein des océans car les conditions étaient parfaites pour que ces choses arrivent. Une seconde hypothèse, c'est peut-être que ces molécules auraient été créées dans d'autres systèmes, dans d'autres endroits fertiles, dans lesquels ces endroits où ces espèces de molécules d'ADN auraient pu se reproduire et elles auraient pu être transportées pour être acheminées sur la Terre, peut-être par des météorites ou peut-être par des comètes ou alors par des comètes venant d'autres systèmes solaires. Enfin bref, c'est une seconde hypothèse. Donc il n'y a que ces deux finalement. Soit la vie est apparue sur Terre spontanément, entre guillemets spontanément, sur la Terre, soit, disons, les molécules de base qui permettaient à la vie d'apparaître pourraient venir de l'extérieur. Donc voilà comment pourrait être apparu, disons, l'ancêtre de la vie. C'était il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Donc depuis 3,5 milliards d'années, on parlera dans une prochaine émission de la suite de cette évolution assez extraordinaire qui, en partant de molécules extrêmement simples, a fabriqué des premières cellules vivantes, c'est-à-dire des structures dans lesquelles ces molécules pouvaient se réorganiser, pouvaient éventuellement se reproduire et puis pouvaient pomper de l'énergie tout autour pour que la structure survive dans un milieu environnant. Alors vous imaginez, dans les prochaines émissions, on parlera de comment, à partir de ces structures unicellulaires, une petite cellule avec très peu d'atomes et très peu de molécules à l'intérieur, on a pu arriver jusqu'à l'être humain. Voilà, je pense que comme introduction à l'apparition de la vie, on va s'arrêter là. Pour rentrer un peu plus dans les détails, dans les prochains épisodes, on sera sans doute aidé par un ami, un ancien élève qui s'appelle David Schneider, qui a déjà fait une émission avec Maxence sur les fourmis, et il tentera avec moi et Maxence de nous poser des questions sur le mystère absolument fabuleux qu'est l'apparition de la vie. Bien sûr, il existe une troisième hypothèse, c'est l'apparition de la vie par un coup de magique divin, mais bon, celle-ci, on n'en parlera pas. En vous remerciant et à très bientôt. Avant de terminer cette émission, je voudrais revenir sur le commentaire de KevCab, dont Willy a parlé en début d'épisode et qui nous dit « Une très belle et claire vulgarisation. Tout d'abord, merci pour cette balade au sein de notre univers et de matière. C'est un régal de vous écouter. Merci encore et bravo à vous. » Eh bien, merci à toi pour ce commentaire et ta question. Ça nous a fait à moi et à Willy, comme d'habitude, très plaisir. Et on vous invite donc à continuer à nous envoyer vos commentaires, à partager cet épisode, à en parler autour de vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur Replay Media, nos réseaux sociaux ou l'autre podcast que l'on fait avec Willy, mais à quoi ça sert, où nous avons récemment parlé de l'électromagnétisme dans notre quotidien. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.
This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.